Allez, là, pour ce cours avant les vacances de la Toussaint, on se dépêche, on va s'amuser un petit peu, hein, pour les vacances, et puis on va parler d'un sport que j'aime, le cyclisme. On va aussi revenir sur une course française avec Paris-Tours. On va étudier l'édition 2008 avec la première victoire d'un des plus grands coureurs belges de l'histoire, qui a pris sa retraite il y a 20 ans. Attendez, j'ai un petit doute. On est en 2042, donc 2022. Donc oui, ça fait 20 ans exactement depuis la retraite de Philippe Gilbert. Alors, qui est Philippe Gilbert? Parce que je sais que vous n'êtes pas très fut-fut, hein, vous êtes un petit peu bas du front. C'est un Wallon qui est né à Verviers, mais il vit à Remouchamps. Alors Remouchamps, ville assez atypique, qui est le pied de la célèbre côte de la Redoute sur Liège-Bastogne-Liège, où se situe même son fan club qu'on le verra pendant ses 20 ans de carrière. Très vite, il décide de se mettre au cyclisme. Ce sport est une histoire de famille car ses premiers entraîneurs sont ses parents et son grand frère. Dans ses jeunes années, il obtient de très bons résultats, notamment le titre de champion de Wallonie en 1997 dans la catégorie débutant. Dès son arrivée dans la catégorie junior en 99, il remporte 12 victoires. Il participe en 2000 au championnat du monde à Ploué, mais il finit assez loin avec une 41e place. Il est cependant le deuxième belge à l'arrivée. Il passe ensuite dans la catégorie espoir, il remporte encore de nombreuses victoires, comme le triptyque ardennais ou encore le championnat de Wallonie. Grâce à ses 12 victoires en 2002, il est repéré par Marc Madiot, le grand patron, le grand chef de l'équipe la française des Jeux. Le Français lui propose un poste de stagiaire pour terminer la saison 2002. À seulement 20 ans, il se retrouve dans une équipe professionnelle. Il fait partie des premiers coureurs à être recrutés aussi jeune par une équipe de première division. Dès sa première année complète chez les professionnels en 2003, il obtient de très bons résultats. Il remporte notamment une victoire sur le Tour de l'Avenir, le Tour de France des jeunes coureurs de moins de 23 ans. À l'époque, cette course se disputait avec des équipes de marque et non pas par pays. Il termine 4e du général de cette course, mais il montre déjà de très belles dispositions pour les classiques, avec la deuxième place sur le Trobro-Léon, une épreuve disputée en partie sur des chemins de pierre. À ce moment-là, on a du mal à savoir encore quel est le profil de Philippe Gilbert, mais on sent qu'il est meilleur sur les classiques. Et on va s'en apercevoir lors des prochaines saisons. Il va passer un cap en 2005 en remportant la Coupe de France grâce à ses victoires sur la Polynormande et le Trophée des grimpeurs. Mais surtout, il termine 6e de Milan-San Remo et il est le meilleur des non-sprinteurs sur cette course. Il termine sur une note amère cette saison en étant repris à 300 mètres de l'arrivée sur Paris-Tours. En 2006 et 2007, il fait encore de bons résultats, notamment en France, et il remporte le Hedvolk. Le problème, c'est qu'il a du mal à gagner les grandes courses. Souvent, il part de trop loin, ou son équipe n'est pas en capacité de l'accompagner. Vu ses résultats chez les jeunes, on attend mieux de lui, surtout en Belgique. On a peur que le grand espoir n'arrive pas à concrétiser son potentiel. Il faut aussi rappeler qu'il tombe à une époque où le dopage est très présent dans les rangs des professionnels. L'oreillette n'aide pas non plus le Wallon qui court souvent à l'instinct. En 2008, Philippe Gilbert doit montrer à tout le monde qu'il est capable de remporter de grandes courses. Et sa saison va commencer sur les chapeaux de roue. En Australie, sur le Down Under, il est l'animateur de la course et il remporte le classement de la montagne. En février, il va gagner le Trophée de Majorque et il termine 5e du Tour du Haut-Var. En mars, débute la saison belge avec les classiques pavés. Il remporte la première avec une nouvelle victoire sur le Hedvolk, qu'on appelle aujourd'hui le Het Nieuwsblad, où il va partir à plus de 50 km de l'arrivée. Le mardi suivant, il gagne le Samin. Il termine 3e de Milan-San Remo et 2e de la Flèche Brabançonne. Mais sur les autres grandes courses, il n'arrive toujours pas à performer. Il termine 15e du Tour de Flandre, mais assez loin du groupe des vainqueurs. Il n'arrive pas à rentrer dans le top 10 des Ardennaises. Sur Liège, il tente de partir de loin, mais il n'arrivera jamais à rattraper l'échappée matinale. Comble du désespoir, il sera rejoint par le peloton juste après le sommet de la côte de la Redoute. Il continue d'enchaîner les jours de course et les résultats deviennent meilleurs sur les épreuves majeures du calendrier. Il termine 2e de la première étape du Tour de France et il prend encore la 2e place sur la 6e étape de la Vuelta. Il termine second aussi de la dernière étape du Tour de Suisse. Nous arrivons sur la fin de saison avec les classiques dont Paris-Tours. Mais la fatigue est là. La classique Tourangelle sera son 99e jour de course de l'année.
ce qui est absolument exceptionnel. À l'époque, Paris-Tours n'est pas constitué de chemins de vigne type gravel. C'est une classique pour sprinters qui se déroule en fin de saison. Les difficultés se concentrent sur la fin du parcours, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. On a souvent une bagarre entre sprinters, punchers et également les baroudeurs. On se souvient des victoires notamment de Richard Virenque ou de Frédéric Guédon. Cette épreuve est longue de 253 km. Nous partons des Yvelines pour rejoindre l'Indre-et-Loire en traversant les plaines découvertes de la Beauce. Les 4 côtes au programme sont celles de Crochu, au kilomètre 225. À 7 km de l'arrivée, nous avons la côte la plus importante du parcours, celle de l'Épan, enchaînée moins de 2 km après avec la côte du Pont Volant. On termine avec la côte du Petit Padane, juste avant l'avenue de Gramont, qui est une longue ligne droite de 2500 mètres. C'est aussi la première édition de cette course en dehors du Pro Tour. Malgré ce déclassement, nous avons une très belle liste de départ. On retrouve parmi les sprinters Tom Bonnen, Robbie McEwen, Matti Brechel, Daniele Benatti, Francesco Chicchi, même si c'est un peu dur pour lui, ou encore Utarovic. Du côté des punchers, nous avons Philippe Gilbert, Thomas Vauclair, Karsten Kroon ou encore Matteo Tossato. Le champion du monde Alexandro Balan est également de la partie, comme Samuel Sanchez, le champion olympique en titre, et Juan Antonio Flecha. N'oublions pas Eric Zabel qui prendra sa retraite à la fin de la course, Bernard Heisel qui vient de remporter Paris-Bourges et Frédéric Guédon qui s'est imposé sur cette épreuve en 2006. La course démarre en fin de matinée et l'échappée matinale se forme dès le kilomètre 7 avec 4 coureurs. Elle est composée de Sébastien Delfosse, Lucas Heuser, Cyril Lemoine et Tom Willers. Ils sont rejoints par le spécialiste du contre-la-montre David Zabreski. Particularité du coureur américain ce jour-là, c'est qu'il est parti avec une combinaison de contre-la-montre. Alors c'est pas l'idéal pour faire ses besoins, mais aussi pour prendre du ravitaillement. Et oui, une combinaison n'a qu'une poche, alors qu'une tenue traditionnelle en a 2. Mais l'avantage de ce vêtement, c'est qu'il est plus aérodynamique. Autant vous dire qu'il avait certainement prévu le matin même de partir dans l'échappée. Les 5 hommes prennent très vite de l'avance qui va grimper jusqu'à 10 minutes. Derrière, le peloton s'organise avec les équipes de sprinters, l'écart diminue au fur et à mesure des kilomètres, et au pied de la côte de Crochu, à moins de 30 km de l'arrivée, Cyril Lemoine accélère et se retrouve seul. Il est poursuivi par 10 coureurs qui sont sortis dans les 50 derniers kilomètres de la course. Dans ce groupe de poursuivants, on retrouve Thomas Vauclair, Franck Régnier son équipier, Marcus Berg, Tony Martin, Martin Tadilinghi, Mirko Lorenzetto, Manuel Kinziato, Arnaud Coyot, Casper Klostergaard ou encore Steven Cosa. Ce groupe revient sur l'homme de tête. Le problème est que l'entente n'est pas bonne. En effet, nous avons 2 bons punchers avec Manuel Kinziato et Thomas Vauclair. Et le groupe est repris à 17 km de l'arrivée. Juste après, nous avons une nouvelle attaque très intéressante. Elle est constituée de Michael Delage, Nicolas Vaugondi, champion de France en titre, Sébastien Turgot et Yann Kuix. Les 4 hommes s'entendent très bien et à 10 km de l'arrivée, ils ont 30 secondes d'avance sur le peloton. C'est le branle-bas combat à l'arrière et l'organisation n'est pas suffisamment bonne pour revenir sur la tête de la course avant la côte de l'Épan à 7 km de l'arrivée. Dans cette difficulté, les attaques fusent avec un AG2R ou encore Charteau, Fréré. C'est Pozzato de la Liquigas qui tente sa chance, suivi par Gilbert et Fréré. Autant vous dire que Gilbert adore la côte de l'Épan, c'est à ce moment-là qu'il avait attaqué en 2005 pour tenter de s'imposer en solitaire, mais ça ne s'était pas très bien passé avec Sten de Volte. Gilbert ne collabore pas car Delage est toujours dans le groupe en tête de course. Et le Voilon va même contrer Pozzato et sortir seul. À l'avant, l'entente n'est plus exceptionnelle avec un Michael Delage qui attend son leader et Turgot et Kuix qui commencent à être fatigués. Le Belge reprend la tête de course alors que Pozzato, qui a complètement explosé, n'arrive même pas à suivre le peloton. Delage se sacrifie pour son leader et il est aidé par Nicolas Vaugondi qui ne rechigne jamais à la tâche. Derrière, le peloton tente de se réorganiser, mais l'écart est encore de plus de 15 secondes lorsque le groupe de tête arrive dans l'avenue de Gramont. Delage passe de gros relais qui mettent même parfois à mal certains coureurs de l'échappée. Nous sommes à l'approche du sprint, Vaugondi déclenche le premier, mais il ne surprend pas Philippe Gilbert. Derrière, Turgot semble bien parti pour menacer le Wallon, mais il toxine et il est obligé de se rasseoir sur sa selle. Au final, Philippe Gilbert s'impose devant le deuxième Belge de l'échappée, Yann Kuix, et Sébastien Turgot, qui fera deuxième d'un futur Paris-Roubaix, peut-être une course dont on parlera dans un prochain cours. Le sprint du peloton est réglé par Tyler Farrar.
C'est la première grande classique remportée par Philippe Gilbert. C'est une victoire importante dans sa carrière. Déjà, elle clôt de la meilleure des manières sa période à la FDJ Française des Jeux. En 2009, il décide de rejoindre l'équipe Silence Loto avec Mickaël Delage, où il remportera de nombreux succès. Elle est aussi cruciale car elle marque le début de sa période la plus faste de sa carrière, notamment avec sa magnifique année en 2011, son titre de champion du monde également en 2012. Mais surtout, il remporte enfin cette classique. Il tournait autour depuis de nombreuses années. En 2005, il échoue à 300 mètres de la ligne d'arrivée. L'année d'après, Frédéric Guédon prend la bonne échappée. Et il fait le travail pour bloquer les relais des équipes de sprinteurs dans le peloton. Son travail permet d'éviter un retour sur le groupe de tête qui se joue la victoire. En 2007, il attaque de nouveau dans la côte de l'Épan et il est encore repris sur cette maudite avenue de Gramont à 800 mètres de l'arrivée. Il devient Philippe le vainqueur et non plus Philippe l'animateur. Cette course et cette saison 2008 sont le grand déclic pour Philippe Gilbert qui deviendra l'un des plus grands coureurs de sa génération. Il remportera 4 des 5 monuments sur des terrains aussi variés que les pavés de Roubaix ou le sommet de la côte de la Redoute sur Liège. Mais on reviendra sur la suite de sa carrière peut-être à un autre moment. N'oubliez pas de dire aux autres classes que je suis un prof fantastique, que je suis même le meilleur de tout ce lycée. Bon, on se retrouve après les vacances de la Toussaint et on aura du lourd, du très lourd.